Mais tout de suite, c'est l'heure des 4 vérités avec Jeff Wittenberg qui reçoit ce matin un candidat à l'élection présidentielle. Bonjour messieurs. Asselineau qui se présente, vous le savez, comme le candidat du Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, et il va nous expliquer ça à 6 jours maintenant de l'élection présidentielle. Et en effet, bonjour à vous, François Asselineau. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous nous disiez ici même, il y a quelques semaines, que vous constitueriez la surprise du premier tour, que le score que les sondages vous prêtent pour l'instant serait bien supérieur, enfin plutôt qu'il serait bien inférieur à celui que vous aurez finalement. Est-ce que vous maintenez ce pronostic à quelques jours maintenant du verdict? Oui, non seulement je maintiens, mais je le confirme et même je l'amplifie. Sur quelle base? D'abord, je fais des réunions publiques qui ont beaucoup de succès. Il y a des centaines et des centaines de personnes. J'ai eu, par exemple, j'ai rassemblé 1500 personnes à Lille, 1300 à Montpellier, j'ai rassemblé 900 personnes à Marseille. Deuxièmement, il y a une très grande ferveur des gens qui viennent. Et puis ça dure très longtemps. Vous savez, les gens ne s'en vont pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, comme chez Macron, parce qu'il n'y a rien. Moi, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et puis c'est pas la seule raison. Moi, je vois que dans la rue, les gens m'abordent. Beaucoup de gens me disent on s'en fout des sondages, on sait très bien qu'ils sont bidouillés. Oui, ils sont bidouillés. Mais sur quelle base vous vous basez pour dire qu'ils sont bidouillés, puisqu'ils vous placent aujourd'hui souvent à moins de 1% des intentions de vote? Il y a eu 2 sondages récemment qui m'ont donné un 1,5 et 2, mais moi, ce que je sais, c'est la rue. C'est ce que j'entends dans la rue et les gens qui m'abordent. Voilà. Et puis, il y a aussi, vous avez noté, c'est un peu un détail, mais c'est quand même amusant. Les bookmakers britanniques et maintenant les bookmakers suisses me donnent dans des positions très élevées. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, je vais créer une surprise. Alors, on sait que votre succès s'est opéré depuis quelques années sur Internet. Votre parti, l'UPR, a essaimé sa toile, si j'ose dire, sur Internet. Comment on transforme... Alors, il y a certes les gens qui viennent dans vos meetings, mais des dizaines de milliers de clics en millions de votes, parce que c'est ça que vous devez obtenir dimanche prochain pour être effectivement crédible. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse ici aux téléspectateurs. Ne vous laissez pas intimider par les prétendus sondages, parce que je vois des gens qui disent « Ah, moi j'aimerais bien voter pour vous, mais vous comprenez, vous allez faire un mauvais score, donc je vais voter pour un tel ou un tel. » Non, le vote utile, c'est un vote futile. Il ne faut pas aller voter pour des gens qui ont tout raté depuis des années. Il faut se mobiliser et voter pour ses convictions. Alors, qui sont les gens, justement, qui viennent dans vos meetings, dont vous parliez? Vos discours durent très longtemps et s'apparentent parfois à des cours magistraux. On le sait maintenant depuis qu'on vous a vu dans les débats. Vous citez des articles de la Constitution, des traités européens. Vous pensez que les électeurs ont ce besoin d'explications parfois complexes? Oui, parce que, vous savez, je crois que les électeurs français, dans leur majorité, ils veulent de la solidité, de l'honnêteté, de la sincérité et de la compétence. Ils en ont assez, les formules marketing. Et moi, effectivement, ça surprend beaucoup les observateurs. Ils se disent, mais comment il fait? Il parle 2 heures, 3 heures et les gens sont là. Parce que les gens ont besoin de quelque chose de sûr, de tangible. Et il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Après, ils vont se renseigner. Quand je leur parle, par exemple, que à partir du mois de mai, tout autre président de la République, à part moi, je propose de sortir de l'Union européenne, de mettre en œuvre le processus de sortie à partir de l'article 50. Mais tous les autres, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon y compris, puisqu'eux ne proposent que de renégocier les traités, donc de rester concrètement dans l'UE, seront obligés de mettre en œuvre les grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne. Et en particulier, les objectifs fixés, c'est d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de précariser toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les notaires, les avocats, etc. Vous parlez de l'Union européenne. Je vous ai entendu hier évoquer la dictature bruxelloise. Alors, puisque vous êtes très attaché à la vérité, à la véracité et à la précision, j'ai regardé la définition du mot dictature. C'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'un parti ou d'une classe. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'Union européenne détient tous les pouvoirs? La France n'a plus de pouvoir régalien, plus du tout? Elle a des pouvoirs... Donc on n'est pas une dictature? Si. Allez demander aux 55% de Français qui ont voté non le 29 mai 2005 si on est ou non en dictature. Le nom des Français a été bafoué et moi je propose... Mais la dictature, ça veut dire quelque chose, monsieur Asselineau? Je propose la revanche. C'est la privation des libertés, c'est Non, pas nécessairement, vous savez, pas nécessairement. Il ne faut pas confondre la dictature et le pluripartisme. Vous avez des pays dans le monde, par exemple, où, regardez, la Tunisie de Ben Ali, il y avait 3 partis politiques, c'était quand même une dictature. L'Allemagne de l'Est... Vous comparez l'Europe à la Tunisie de Ben Ali. Nous avons du pluripartisme, c'est exact, mais nous avons un théâtre d'ombre et les grandes décisions sont prises ailleurs qu'en France, par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort
et par l'OTAN depuis Washington. C'est ça la réalité. Le Frexit que vous préconisez, la sortie de l'euro, c'est plus de pouvoir d'achat pour les Français, c'est ce que vous dites justement dans vos meetings. Mais sur quel modèle se base-t-on pour dire cela? On parle d'un retour au franc qui serait déprécié, je ne dis pas de bêtises, de 10 ou 20% par rapport à l'euro aujourd'hui? Non, aux alentours de 10%. 10%, on paierait donc ce qu'on achète aujourd'hui 1 euro, 1 franc 10. Mais comment... Non. On paierait les importations, seraient 10% plus cher. 10%. Mais en revanche, on vendrait beaucoup plus de produits à l'étranger. Alors, Monsieur Asselineau, comment peut-on modéliser ce scénario alors qu'il n'a jamais eu lieu? Sur quoi se base-t-on? Après tout, aucun pays n'est sorti de l'euro jusqu'à présent. C'est exact, mais je vous ferai remarquer que toutes les monnaies plurinationales dans l'histoire ont toujours explosé, et notamment au XXe siècle. Toutes les monnaies ont explosé. Par exemple, le rouble soviétique a explosé, par exemple la couronne austro-hongroise, par exemple la couronne tchécoslovaque, il y a eu des guerres, etc. Donc, effectivement, le scénario n'a pas été utilisé, mais vous avez une étude qui a été publiée par la Fondation Res Publica en 2013 qui montre que si l'euro se déprécie, si le franc se déprécie de 10%, non pas par rapport à l'euro, parce qu'une fois que le franc sera sorti de l'euro rémanent, l'euro restant, ne sera plus le même, puisque justement la France n'y sera plus. Mais par rapport au dollar, et si on a un retour du contrôle des mouvements de capitaux, on peut faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. Et je m'adresse ici aux téléspectateurs. Mais vous êtes d'accord que c'est tout de même aujourd'hui une vue de l'esprit, puisque ce scénario n'a jamais eu lieu? C'est vrai. En tout cas, ce que je sais, moi... C'est un pari, quelque part. Oui, mais ce que je sais, c'est que actuellement, c'est la catastrophe. On a eu 1 million de chômeurs en plus avec Sarkozy, 1 million de chômeurs en plus avec Et en sortant de l'euro, on aura 2 millions de chômeurs de moins. Vous pouvez l'affirmer. Oui, je prends le pari 1,5 à 2 millions de chômeurs. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vraiment les téléspectateurs croient que c'est en continuant une politique qui mène au désastre que nous avons déjà depuis 15 ans qu'on va sauver les choses? Vous savez ce que disait Einstein, hein? La folie, c'est de faire encore et encore la même chose en croyant obtenir des résultats différents. On aura les mêmes résultats. Il faut désormais une rupture avec ce désastre. Pourquoi? Parce que l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Il y a l'euro et il y a l'OTAN, dont vous souhaitez que la France sorte. Vous pensez qu'une France sortie de l'OTAN sera plus forte face aux périls qui menacent aujourd'hui le monde, la crise nord-coréenne, les relents de guerre froide entre Trump et Poutine? La France toute seule sera mieux à même de parler avec les grands de ce monde? D'abord, la France ne sera pas isolée. Je l'ai déjà expliqué, nous sommes liés au reste du monde par 6653 traités internationaux. Donc moi, je propose d'en sortir de 3 sur les 6653. Deuxièmement, la France va renouer avec sa politique gaulienne traditionnelle que nous avions encore jusque du temps de Jacques Chirac. Je rappelle qu'en 2003, il s'était opposé à la guerre en Irak. Nous n'étions pas dans le commandement intégré, mais la France appartenait néanmoins à l'OTAN. C'est exact, mais il y avait le pacte de Varsovie. Et De Gaulle avait dit justement que lorsque le pacte de Varsovie s'effondrerait, il faudrait en sortir. Actuellement, nous ne sommes pas plus forts. Actuellement, nous sommes des vassaux. Nous sommes entraînés dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes entraînés à un choc frontal contre le monde arabo-musulman, contre la Russie. Et moi, je dis ici à tous les téléspectateurs qui m'écoutent, il faut voir loin. Parce qu'un jour, peut-être viendra, où ça ne sera plus les États-Unis d'Amérique qui seront la première puissance militaire mondiale. Ça sera peut-être la Russie, la Chine ou l'Inde. Eh bien, moi, je veux que dans ces conditions, nos enfants, nos petits-enfants puissent, comme aujourd'hui, se fonder sur le droit international. Un État n'a pas le droit de faire régenter lui-même la politique mondiale. C'est la fin de cette interview. Juste une question. Vous donnerez une consigne de vote si, ce qui est quand même envisageable, vous n'êtes pas présent au second tour? Eh bien, écoutez, nous allons voir ce qui va se passer, puis on verra, je dirais ça, après le premier tour. Merci beaucoup François Asselineau, c'est à vous Thomas, Merci, très bonne journée. Messieurs, très bonne journée à vous également.